Merci d'être au rendez-vous de ce nouvel entretien exclusif avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles, beaucoup. C'est un honneur de vous avoir de nouveau dans nos studios. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous aussi d'interagir avec vous et de suivre le travail que vous faites pour une information équilibrée sur le continent. D'ailleurs, le Mali, qui est le premier pays africain à accorder une licence d'exploitation à New World TV, nous vous donnons l'occasion pour vous exprimer notre profonde gratitude au président Assimi Goïta, au gouvernement et à vous-même, Excellence Monsieur Diop. Dans un monde de désinformation aujourd'hui, il est important pour le gouvernement du Mali de mettre l'accent sur la diversification des sources d'accès à l'information et surtout des informations alternatives qui permettent de donner une autre perspective à nos téléspectateurs. Merci. Vous êtes à Lomé dans le cadre de la 3e réunion de l'Alliance politique africaine, APA. Au terme de cette 3e réunion, est-ce que de grandes résolutions ont été prises? Quelque chose de concret en est sorti? Ce qui est important, c'est que l'Alliance politique africaine est d'abord une initiative panafricaine qui a été impulsée par le Togo sous le leadership du président Faure Essosima Gnassingbé et qui vise à renforcer la collaboration et l'engagement des pays africains pour promouvoir non seulement le panafricanisme, mais faire avancer les causes de l'Afrique qui sont portées par des organisations régionales ou continentales comme l'Union africaine, mais dans un cadre qui est plus informel, plus ouvert, pas bureaucratique et qui nous permet d'avoir des échanges francs et surtout de mettre sur la table des solutions qui font avancer la cause du continent, à l'intérieur du continent, face à ces défis, mais aussi par rapport au monde extérieur. Et la première réunion qui s'était tenue ici à Lomé, à la seconde à Bamako. Aujourd'hui, nous avons encore la 3e à Lomé. La première, on était 10 pays. Aujourd'hui, il y a près de 21 pays qui ont été invités. Ça montre vraiment un engouement et ça montre aussi la position importante du président Faure et du Togo de toujours promouvoir le dialogue, la collaboration entre les pays africains pour pouvoir avancer nos causes sans confrontation inutile. Eh bien, pour parler maintenant du Mali, monsieur le ministre, on va aborder la question sécuritaire. Comment se présente aujourd'hui la situation du Mali sur le plan de la sécurité? Il faut toujours qu'on regarde quel est le point de départ. Pendant 10 ans, le Mali a bénéficié d'appuis importants de la part des Nations Unies, de la part de la France, de la part de l'Union européenne. Au bout du compte, pour une menace qui était circonscrite dans une localité du Mali, 10 ans après, la menace s'est métastasée et l'insécurité s'est répandue au Mali et même dans la région. Donc ce n'est pas un succès. C'est un échec de cet appui international qui s'inscrivait dans une dynamique de dépendance qui n'a jamais envisagé l'autonomie du Mali, la mise en capacité des Maliens d'assurer leur sécurité. Nous sommes sortis de ce schéma et nous avons décidé de mettre en place un nouveau paradigme qui met la sécurité des Maliens entre les mains des Maliens. Une vision de la sécurité et des stratégies ont été mises en place avec des moyens conséquents. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces résultats portent les fruits. D'abord, le Mali ne contrôlait pas une partie importante de son territoire. Aujourd'hui, avec le départ de la MINUSMA, plusieurs localités, dont Ber Kidal, qui a été sous contrôle des groupes armés terroristes pendant une dizaine d'années, ces localités sont désormais sous le contrôle du gouvernement et les autorités étatiques sont présentes dans toutes ces localités. Naturellement, le travail se poursuit, mais le niveau général d'insécurité a drastiquement baissé. Mais aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que la sécurité des Maliens est entre les mains des Maliens. L'armée est à l'offensive, enregistre des succès. Il y a des groupes armés terroristes qui se rendent, d'autres déposent des armes, d'autres sont neutralisés, et des populations déplacées reviennent dans certaines localités. Mais ça ne veut pas dire que nous avons maîtrisé le terrorisme, qui est un phénomène global. Bon, il y a encore des menaces, des attaques ici et là, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en contrôle de la situation dans notre pays et cette dynamique va se poursuivre. Et nous travaillons aussi
avec les pays de la région, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, notamment, pour pouvoir enregistrer des résultats plus importants dans le cadre d'une collaboration régionale. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous contrôlez, l'État malien contrôle 100% du territoire? L'État malien contrôle l'entièreté de son territoire national. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Il y a des attaques à Washington, il y a des attaques à Paris ou autres. Personne ne pose des questions, est-ce que les États-Unis contrôlent leur territoire? Donc les attaques peuvent exister, mais dire aujourd'hui que des groupes viennent prendre des localités entières qui échappent au contrôle de l'État, ceci n'existe pas, mais il y a aujourd'hui des engins explosifs improvisés qui sont déposés sur les routes. Il y a des attaques souvent contre des emprises militaires, il y a des attaques surtout contre des populations civiles et même des menaces contre les populations civiles pour collaborer. Donc c'est une situation qui peut être complexe, mais dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en contrôle n'est pas du tout vrai par rapport à la situation, surtout quand on regarde le point de départ. Mais je crois que c'est une dynamique. La lutte contre le terrorisme, il faut le dire, c'est une lutte de longue haleine. Et surtout si on se demande contre quel type de terrorisme nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre seulement de jeunes gens qui sont illuminés ou qui sont perdus, mais ce sont des gens qui sont aujourd'hui instrumentalisés. Le terrorisme est devenu un instrument politique de déstabilisation et de changement de régime dans nos pays. Et ces groupes, nous le savons, sont soutenus par des puissances dans la région, par des puissances extérieures, dont l'Ukraine et d'autres qui ont ouvertement revendiqué ça. Sinon, comment on peut expliquer que ces groupes disposent aujourd'hui d'engins modernes comme des drones et autres? D'où vient cet argent dans une zone où les gens cherchent à peine à manger? Donc, on est fait face à un instrument politique sponsorisé et soutenu par des États et des entités étrangères. Pour donner l'exemple de ces attaques sporadiques, cette semaine, il y a une attaque terroriste coordonnée contre un camp militaire et l'aéroport de Tombouctou. Sur place, est-ce que la situation est maîtrisée? Oui, hier, vous avez vu, le gouvernement a fait un communiqué sur la question. La situation est maîtrisée, mais nous ne voulons pas aller dans des situations de commenter chaque incident. Parce que ça aussi, les gens sont dans la désinformation, les gens sont dans la manipulation. Chaque incident est pris et repris, des fausses images sont diffusées pour décrédibiliser nos États. Mais ce qui est important à comprendre, c'est de comprendre qui est derrière et quelle est la stratégie en cours. La stratégie en cours, c'est de tout faire pour montrer que ceux qui étaient là, avec lesquels nous collaborons, qui sont partis, veulent tout faire pour montrer que l'État actuel a échoué. Donc ils sont dans cette dynamique. Nous sommes conscients qu'il y aura des attaques. Nous répondrons aux attaques. Nous restons à l'offensive et nous sommes déterminés à maintenir et à poursuivre ce combat. Il y a d'autres pays aussi, en Afrique, où il y a des attaques. Donc je pense que ça ne peut pas être l'indicateur en question. L'indicateur, c'est est-ce que nous sommes en capacité, est-ce que nous nous organisons pour maintenir ce combat? Oui, nous le faisons et nous comptons sur nous-mêmes pour pouvoir gagner ce combat. Nous comptons sur nos partenaires de l'AES pour pouvoir travailler ensemble, mais nous ne sommes pas du tout déstabilisés par ces campagnes de désinformation ou de commentaires d'incidents. Quand nos soldats sont tués, certains commentateurs sont plus contents que quand nous tuons des groupes terroristes. Donc nous comprenons qu'il y a d'autres enjeux. Ce terrorisme-là, encore une fois, je le dis, il est politique. Il vise des objectifs politiques, il vise la déstabilisation, il vise à prendre le contrôle de nos pays et ceci n'est pas acceptable. Mais vous parlez de la solidarité des pays du Sahel, mais vous ne bénéficiez pas du même soutien à toutes les frontières. Je prends la frontière de l'Algérie par exemple, où un de vos drones a été abattu dernièrement. Est-ce que vous pouvez venir à bout du terrorisme si vous ne bénéficiez pas de la collaboration d'un pays comme l'Algérie? Bon, comme je l'ai dit, le terrorisme est un phénomène mondial. Le terrorisme, naturellement, dépasse la capacité de quelque État que ce soit. Aussi puissant fut-il, on a besoin de collaborer avec d'autres pour pouvoir gagner cette guerre. Mais comme on le dit dans l'avion, quand il y a des secousses, quand vous entrez dans des zones de turbulence, il faut d'abord mettre son masque avant de s'occuper de son voisin. Donc nous cherchons d'abord à régler le problème chez nous avant de pouvoir être un partenaire. Mais si vous parlez de coopération régionale, vous avez parlé de l'Algérie, qui est un pays voisin du Mali. D'abord, je dois dire, avant d'aller loin, que le Mali compte sur lui-même et pas sur quelqu'un d'autre.
pour pouvoir régler ce problème, même si une collaboration est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État malien attende d'un pays voisin comme l'Algérie, qui a abattu un drone malien en opération sur le territoire malien et qui ciblait des groupes terroristes violents qui entreprenaient des attaques contre le Mali. Nous pensons que c'est des gestes malheureux qui n'auraient pas dû être entre les États voisins. Et nous et l'Algérie devrions avoir les mêmes ennemis. Aujourd'hui, l'État du Mali dénonce la destruction de cet appareil et au-delà, le Mali souhaite que l'Algérie puisse respecter la souveraineté du Mali avant d'envisager toute collaboration, que l'Algérie puisse cesser d'être une base arrière pour soutenir des groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et que l'Algérie cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Et ces principes s'appliquent à tous nos voisins. À partir du moment où ces principes sont respectés et que les États voisins travaillent dans une sincérité et pas dans la duplicité, une collaboration est possible. Aujourd'hui, avec certains pays voisins, cette collaboration est possible. Mais ceux qui ont de telles postures, qui travaillent avec nous, qui ont la main dans la déstabilisation de notre pays, il n'est pas possible. Il faut d'abord créer cette confiance, il faut des attitudes de responsables pour qu'on puisse comprendre est-ce que nous avons la même définition de cet ennemi. Voilà, je crois que ce sont peut-être ces questions qui sont nécessaires à répondre avant d'envisager cette collaboration, peut-être au cas par cas. Aujourd'hui, nous envisageons de maintenir, avec le Sénégal, il y a eu des visites, des échanges entre nos ministres de la Défense de ces pays, avec d'autres pays aussi, avec la Mauritanie aussi, il y a des discussions pour voir comment travailler à renforcer la collaboration ensemble, la Guinée. Donc, mais je pense qu'il y a des préalables à régler dans les cas des pays comme l'Algérie pour que cette menace à laquelle le Mali est confronté menace tous les pays de la région. Tous les pays de la région. Donc il faudra créer les cadres nécessaires, créer la confiance requise, y compris avec la CEDEAO aujourd'hui, où la lutte contre le terrorisme avec les pays de la CEDEAO, organisation que nous avons quittée, ne sera possible que s'il y a une confiance qui est recréée avec un certain nombre de pays voisins pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après cet incident de destruction de votre drone, il y a eu des mesures de représailles de part et d'autre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des couloirs de discussion? Est-ce que la situation a évolué? Il y a un préalable par rapport à cela. Quand il y a eu l'attaque contre le drone en territoire malien, ce que nous considérons comme une agression, avant de faire le communiqué, le Mali a attendu 72 heures. Nous avons demandé des informations à nos voisins algériens de pouvoir nous donner des preuves que le drone malien a pénétré l'espace algérien et on n'a pas reçu ces preuves. Dans le communiqué du gouvernement, vous l'avez noté, il est absolument clair. Nous avons indiqué le drone, nous avons perdu le contrôle à environ 10 km de la frontière algérienne en territoire malien. Et les épaves de l'aéronef ont été trouvées à 441 mètres de ce point où nous avons perdu le contrôle, donc environ 9,5 km encore de la frontière algérienne. Nous attendons de nos partenaires algériens qui puissent nous montrer des éléments de preuve et nos services vont se rapprocher pour pouvoir clarifier cette situation. Si nous savons ce qui s'est passé, nous avons la même lecture, nous pourrons envisager ensemble les autres démarches à entreprendre pour pouvoir maintenir le dialogue entre les deux pays. Donc pour l'instant, le point de discussion est bloqué? Pour l'instant, il y a une clarification à faire. Il faut que nos services compétents se rencontrent pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, nous savons ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas les éléments de preuve de la partie algérienne qui doivent être fournis aux services compétents maliens. Et après analyse de cette situation, nous en tirerons les conséquences. Quel que soit ce qui s'est passé, en tant qu'État responsable, nous allons pouvoir envisager ensemble les autres étapes. Alors, nous allons aborder maintenant les relations entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, que vous avez quittée définitivement. Vous avez démarré des négociations pour établir des relations de bon voisinage. Vous avez reçu d'ailleurs
la semaine dernière le président de la commission de la CEDEAO. Comment évoluent ces discussions? Bon, nous entrons dans une phase d'apaisement et de réalisme parce qu'il est clair que les discussions en cours ne visent nullement un retour quelconque. Ça, ce qui est envisagé maintenant, c'est un dialogue d'entité à entité. D'une part, la CEDEAO, qui regroupe 12 États membres, et d'autre part, l'AES, qui regroupe 3 États membres, pour regarder les modalités de pratique de ce retrait, comment ça va se traduire en termes de libre circulation des personnes, les sièges des organes, les différents mécanismes à mettre en place pour que ceci puisse se faire de façon organisée et qu'on n'ait pas un désengagement en désordre. Donc ces éléments sont en cours pour que nous arrivions à une sorte de pacte entre les deux organisations pour pouvoir s'entendre sur ça. Et nous nous réjouissons d'avoir eu l'opportunité de recevoir le président de la commission de la CEDEAO qui est venu à Bamako le 22 mai dernier, et nous avons eu un échange avec mes 2 autres collègues du Burkina et du Niger. Les échanges se sont passés dans une atmosphère fraternelle et nous espérons que les semaines à venir nous permettront de rentrer dans la matière. Dans tous les cas, ce qui est retenu à l'issue de ces échanges, c'est qu'il y a une volonté partagée pour faire en sorte que les intérêts des populations ouest-africaines, dans leur ensemble, puissent être préservés et que les populations, personne n'a l'intention de diviser les populations ouest-africaines, et que ces éléments aient aussi prendre en compte les avancées du processus d'intégration régionale, qui n'a pas commencé qu'avec la création de la CEDEAO. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, il y a eu des acquis. Comment nous pouvons travailler à préserver ces acquis? Et naturellement, il y a des différends au plan politique entre nos pays et certains dirigeants de l'organisation. Donc nous devons continuer dans la durée à travailler pour recréer la confiance sur ces questions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de travailler à résoudre ces problèmes pour que nos populations ne puissent pas être impactées par cette situation. D'ailleurs, les chefs d'État de l'AES, en décembre de l'année dernière, ont fait une déclaration importante du Collège des chefs d'État pour dire que nos pays restent fraternels et restent panafricains dans l'esprit et souhaitent maintenir tous les bénéfices des populations ouest-africaines qui vivent dans notre espace. Et nous travaillons aujourd'hui dans cet état d'esprit à toujours mettre l'intérêt des populations au centre de nos échanges. Ça veut dire quoi, Monsieur le ministre, que les citoyens de l'AES n'ont pas à s'inquiéter, même si vous êtes sorti de la CEDEAO, que la libre circulation des personnes et des biens pourrait être poursuivie? Oui, on peut dire oui. On peut dire oui, même si nous attendons d'avoir des arrangements écrits par rapport à ça. Et pour notre part, nous avons dit que nous maintenons les bénéfices pour les citoyens de la CEDEAO qui vivent parmi nous. Et du côté de la CEDEAO aussi, il y a eu des décisions qui ont été prises pour dire qu'on ne touche à rien jusqu'à ce qu'on ait des accords définitifs. Donc aujourd'hui, à ce stade, la libre circulation des personnes et des biens reste telle qu'elle, jusqu'au moment où nos pays arrivent à trouver des arrangements définitifs qui gouvernent les relations entre l'AES et la CEDEAO. Mais de part et d'autre, je sens qu'il y a une volonté de pouvoir maintenir ces bénéfices pour nos populations et aussi sur le plan économique et commercial, parce que nos pays sont liés, pour que ces échanges commerciaux et autres qui existent entre nos pays, pour ceux qui le souhaitent, puissent être maintenus. Est-ce que vous avez espoir d'obtenir un accord global avec la CEDEAO dans la mesure où, sur le plan bilatéral, vous avez des relations en dents de scie avec les différents pays? Vos relations avec le Sénégal, ce n'est pas la même chose qu'avec la Côte d'Ivoire, etc. Les relations sont plus ou moins disparates. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sentons que beaucoup de pays de la CEDEAO partagent cette préoccupation, en indiquant que, bon, ils souhaitent qu'on maintienne ces bénéfices pour nos populations. Il y a certains pays, mais je crois que ça se réduit aussi. Il y a eu des changements importants dans beaucoup de pays au niveau de notre espace. Plusieurs pays ont progressivement
changé de position. En tout cas, on sont venus à une attitude que d'ailleurs le Togo a prôné depuis le début, de maintenir le dialogue avec les gens, de ne pas se mettre dans des postures de donneurs de leçons et de pouvoir s'engager. Aujourd'hui, beaucoup de pays veulent entretenir une relation de coopération, une relation constructive avec nos pays, et j'ai espoir qu'avec ces éléments, nous allons pouvoir travailler pour arriver à un accord qui préserve justement cet espace commercial que nous avons bâti depuis l'indépendance. Est-ce qu'il y a certains pays qui jouent contre vous? Est-ce qu'il est régulièrement dit que des complots sont ourdis dans d'autres capitales contre l'AES? Ce sont des accusations sérieuses? Écoutez, je suis ministre des Affaires étrangères. Mon rôle, c'est beaucoup plus d'essayer de chercher des solutions. Je ne veux pas sur ce plateau citer le nom de pays, mais je crois que c'est connu de tous. Les pays voisins qui ont la main dans la pâte et qui ont choisi comme stratégie de travailler à la déstabilisation de nos pays, de servir de base arrière à des puissances étrangères hostiles aux pays de l'AES pour pouvoir tout faire pour déstabiliser nos pays. Mais ces pays doivent juste comprendre une chose. Les problèmes que nous sommes en train de confronter dans nos pays ne nous concernent pas que nous seuls. Et en s'amusant, ça va arriver à tout le monde. Et c'est un jeu à somme nulle. Personne n'y gagnera. Et donc nous avons intérêt, chacun, à ne pas nous mettre dans cette posture de guerre permanente, de chacun soutenir des groupes subversifs pour essayer d'abattre l'autre pays. Personne ne renverra l'autre de cet espace. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et notre position au Mali et la position du président Goïta, c'est que ce qui nous unit, nous, Africains, est toujours plus important que ce qui peut nous lier aux autres. Donc nous devons toujours travailler dans cette perspective de long terme, en préservant les intérêts de nos pays. Il ne s'agit pas de questions individuelles. Nos pays sont éternels. Nos peuples sont éternels. Nous, dirigeants, nous sommes passagers. Excellence, M. Doub, autant vous êtes libre de coopérer avec qui vous voulez, les Russes, les Turcs par exemple, est-ce que les autres pays n'ont pas la liberté de choisir leurs partenaires, notamment les Français? Nous n'avons demandé à aucun pays de chercher notre permission pour coopérer avec des pays. Mais maintenant, si vous coopérez avec un partenaire pour régler vos problèmes internes, ça va, mais vous ne devez pas servir de canon, ou en tout cas d'instruments à la main de ces pays, ou d'offrir vos territoires à ces puissances qui sont hostiles, qui envoient des éléments subversifs ou qui entretiennent des éléments qui viennent nous déstabiliser, qui entretiennent des groupes terroristes, qu'on les finance, qu'on leur donne du matériel pour venir nous déstabiliser. C'est là où le problème se pose. Si ces puissances extérieures à l'Afrique réglaient leurs problèmes directement avec nous, on n'a pas de problème. Donc on n'a pas demandé à quelqu'un, chacun est libre de choisir ses amis. Mais nous sommes jugés aussi par nos actes. Maintenant, ce n'est pas le partenariat qui compte, mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec le partenaire contre nous. Et ça ne doit pas être contre nous, parce que nous, au niveau de l'AES, on n'est pas en train d'entretenir des groupes pour aller menacer des pays voisins. Nous cherchons notre sécurité. Notre ennemi, ce sont les groupes terroristes que nous cherchons à combattre. Pendant que d'autres cherchent plutôt à se défaire de nous. Donc ce n'est pas la même dynamique. Autant nous proclamons notre droit à la souveraineté, autant nous respectons la souveraineté des autres pays, mais le voisinage ne peut pas s'accommoder de ce type de duplicité et de constituer des menaces pour des voisins. Pour apporter des preuves à ce que vous dites, pourquoi vous ne constituez pas un dossier comme ce que vous avez fait contre la France, déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'a pas connu de suite jusqu'à présent? Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour certains pays qui vous déstabiliseraient dans la sous-région? Vous savez, on le fait, mais il faut aussi être réaliste. Il faut être réaliste dans ce sens que même cette démarche au niveau du Conseil de sécurité, qui n'a pas donné les suites que nous voulons, a montré un peu, quelque part, l'inefficacité ou même la duplicité de ces organisations qui sont contrôlées justement par ceux qui nous créent ces problèmes et qui ne vont pas nous donner ces réponses qu'il faut. C'est pourquoi il faut que nous-mêmes nous organisons pour apporter les réponses que nous pouvons apporter. Parce que si chaque fois on est là à courir derrière d'autres pour des choses qui nous font même, qui constituent des distractions pour nous,
Mais je crois que nous commencerons. Ces démarches ne sont pas à exclure, que ce soit auprès d'instances internationales comme les Nations Unies ou d'instances judiciaires. Nous réservons le droit de le faire. Mais nous allons aussi répondre sur le terrain à ces menaces pour protéger nos pays. Nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas croiser les bras. Et la Confédération des États du Sahel a été aussi constituée en partie pour nous protéger, pour répondre à toute menace en tant que mécanisme de sécurité collective défensive, encore une fois je le rappelle, défensive. Vous voulez dire que vous répondrez du tic au tac? Bon, tic au tac, ça c'est difficile à dire. D'abord, ce n'est pas moi qui prends ces décisions, qui sont prises au niveau du chef suprême des armées, qui est le président de la transition ou d'autres responsables. Mais nous apprécierons chaque situation. Nous ferons ce qui est nécessaire pour défendre nos pays. Si nous sommes attaqués, si nous sommes agressés, nous nous organiserons pour nous répondre. Maintenant, chaque situation va nécessiter une réponse qui sera réfléchie et proportionnée en fonction de la menace qui se présente. Et dans le cadre des relations bilatérales, l'AES a signé avec le Togo, par exemple, un accord d'interconnexion douanière. Pourquoi vos relations avec le Togo sont restées cordiales malgré les tensions avec les autres? Bon, avec le Togo, le point de départ d'abord, c'est de comprendre que la posture et la vision même du président Faure Essosimna Gnassingbé, qui a une posture politique qui est claire depuis des années, une posture qui fait que le Togo, ayant lui-même fait l'objet de sanctions, est par principe opposé à la politique des sanctions et que le président Faure privilégie toujours le dialogue, la discussion avec les uns et les autres, le réalisme politique aussi pour pouvoir apporter les réponses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Togo est une plateforme diplomatique importante parce que tout le monde se rencontre au Togo. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut chercher des solutions. Et donc là, nous nous réjouissons de la solidarité que le Togo a toujours manifestée à notre endroit, de cette main tendue qui est toujours restée là pour pouvoir promouvoir le dialogue, pour pouvoir se donner la main pour chercher des solutions ensemble. Il ne s'agit pas d'ostraciser les gens, de les stigmatiser, d'insulter, de mettre des petits noms, mais il s'agit d'être à côté, de discuter, de chercher à comprendre et de voir le rôle qu'on peut jouer. Et aujourd'hui, même sur le plan économique, le Togo reste toujours ouvert à nos pays qui font leur commerce via le port de Lomé, qui entretiennent des relations économiques et commerciales avec le Togo, surtout grâce à cette posture politique du Togo qui en fait un partenaire fiable sur lequel nous pouvons compter. Votre homologue du Togo, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a fait une déclaration récemment qui a fait le tour du monde. Il a déclaré que le Togo envisagerait d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous travaillez ou ça se résume à une déclaration politique? Bon, nous avons nos discussions avec des échanges avec nos amis togolais. D'abord, je crois que la déclaration du ministre Doucet ne vient pas comme ça. Depuis longtemps, le Togo a toujours eu une proximité avec nos pays. Nous partageons beaucoup de valeurs et de principes communs. Et je dois dire que l'AES elle-même a prévu dans ses textes la possibilité d'adhésion d'autres pays de la région dans un esprit d'ouverture et de panafricanisme. Naturellement, à ce stade, les chefs d'État n'ont pas encore défini les critères et les modalités de cette adhésion. Mais je peux vous dire que nous maintenons une relation forte avec le Togo et le moment venu, je suis certain que nos chefs d'État apprécieront cet intérêt qui a été exprimé, qui mériterait d'être examiné à la lumière naturellement de ces différents critères qui se mettent là, mais sans même atteindre ce niveau. Aujourd'hui, nous avons une relation de coopération économique, commerciale, politique très très important avec le Togo. Et je rappelle que le Togo a été le premier, en tout cas un des seuls pays qui nous a toujours maintenu cette main tendue quand nos pays étaient sanctionnés. Et nous exprimons notre gratitude à l'endroit du Togo et nous pensons que le Togo reste un ami fiable avec lequel nous sommes ouverts à cheminer selon les cadres qui seront déterminés par nos chefs d'État. Ça veut dire que l'AES ne trouverait pas d'inconvénient à s'élargir à d'autres pays, peut-être le Togo, peut-être le Tchad ou d'autres demain? Du point de vue du droit et des textes, c'est quelque chose qui est prévu.
mais encore une fois, les critères n'ont pas été définis. Comment ça se fait et qui est qualifié pour faire ceci, cela. Mais je dois dire que c'est déjà une bonne chose que d'autres pays expriment un intérêt par rapport à l'AES. Naturellement, dans le débat entre nous-mêmes, il y a certains pays qui peuvent susciter des interrogations des uns et des autres. Mais je crois que tout ça est sain parce que nous sommes dans un environnement qui est assez difficile, où il y a assez d'adversité contre nos pays. Mais la volonté de nos chefs d'État de promouvoir le panafricanisme, de toujours travailler à renforcer l'unité entre les pays africains est une dimension importante de notre action. Et je suis certain que le moment venu, quand ces pays auront rempli les procédures nécessaires de pouvoir adhérer, je suis certain que nos chefs d'État examineront ça à la lumière de cet engagement panafricain dont ils ont hérité. Monsieur Diop, vous voudrez qu'on aborde quelques questions économiques avant de finir cet entretien. L'AES vient de créer sa banque d'investissement et de développement. C'est un long chemin qui a été parcouru avant d'en arriver là. Oui, effectivement, mais au départ, d'abord, il faut qu'on comprenne que l'AES, on n'a pas eu le temps de le dire, est fondée sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la défense et la sécurité, sur lesquels, comme vous l'avez vu, il y a eu des progrès importants sur la question de la sécurisation de notre espace, la mise en place d'une force unifiée entre nos pays et aujourd'hui les opérations conjointes qui sont déjà en cours dans nos 3 pays. Le second pilier est le pilier diplomatie. Ça, vous voyez que chaque jour, il y a des concertations permanentes entre les 3 ministres des Affaires étrangères sur toutes les questions. Et vous avez vu même aux Nations Unies, l'ambassadeur du Mali a fait des déclarations devant le Conseil de sécurité au nom des 3 pays. Nous avons été reçus à Moscou dans le cadre d'un dialogue entre l'AES et la Fédération de Russie. Nous avons été reçus aussi par le roi du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans le cadre d'un dialogue justement et de rapprochement avec ce pays. Donc nous continuons à travailler pour parler d'une seule voix sur la scène internationale. Donc le troisième pilier justement, qui est le pilier du développement, qui reconnaît la nécessité de maintenir et de renforcer le processus d'intégration économique et commerciale entre les 3 pays, de travailler à une autonomie économique de nos pays comme on le fait sur le plan de la défense et de la sécurité, de travailler à mettre en place des projets structurants, par exemple dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des routes d'interconnexion entre les pays, les chemins de fer, la mise en place d'une compagnie aérienne et justement la question de la banque confédérale d'investissement et de développement qui doit être le moteur pour financer notre développement pour que nous ne soyons pas sujets de conditionnalité de certaines institutions financières internationales ou régionales. Et au mois dernier, à l'issue de la réunion des ministres des Finances, donc les textes de cette de création de cette banque ont été adoptés. Et d'ici la fin de l'année, le capital sera dégagé. Les mécanismes de gouvernance devront être mis également en place pour faire en sorte que ceci devienne cette année même une réalité pour nous permettre de financer notre développement sur la base d'abord de nos ressources propres. Encore une fois, l'AES, notre engagement, c'est d'abord de compter sur nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas faire ces projets, nous ne pouvons pas faire ces plans basés sur la bonne volonté d'autres. Cette bonne volonté peut venir s'ajouter, mais il faut qu'on sorte, que ce soit sur le plan économique comme sur le plan de la défense, des scénarios d'une dépendance permanente. Mais certains analystes estiment que c'est l'étape la plus importante avant la création d'une monnaie du Sahel. Bon, j'ai lu le communiqué final qui est sorti de la déclaration des ministres des Finances. Je n'ai pas vu mention de cette question monétaire, mais quoi qu'il en soit, le plus important pour nous, c'est d'avancer en essayant de consolider le système économique en place. La banque est déjà un jalon extrêmement important pour nous permettre d'avancer. Je suis certain que d'autres questions stratégiques aussi feront l'objet de discussions entre nos pays pour pouvoir avancer, nous donner des outils et les moyens nécessaires pour réaffirmer notre autonomie économique, mais faire en sorte que nos pays puissent développer et même transformer nos matières premières et aller vers une transformation structurelle de nos économies qui crée la valeur ajoutée pour nos pays. Parce que les 3 pays ensemble
constitue près de 70 millions, plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, qui regorge de ressources naturelles et minières extrêmement importantes, dont des minerais stratégiques qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire tourner l'économie moderne. Donc nous pensons qu'avec ces éléments de transformation, nos pays peuvent se positionner et développer des partenariats nécessaires pour renforcer notre position économique dans la région et sur le plan international. Ça veut dire que la question de la monnaie devra attendre encore certaines évolutions avant de devenir réalité. Je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit par rapport à cette question, parce que je ne suis pas prioritairement responsable de ces questions, mais le plus important pour nous, c'est de travailler aujourd'hui pour réaffirmer notre autonomie sur le plan économique, comment valoriser nos différentes matières. Les autres questions feront l'objet d'examen le moment approprié. Monsieur le ministre, au-delà de tout, après avoir balayé toutes ces questions, comment se porte le Mali aujourd'hui, le citoyen lambda? Le Mali est debout. Le Mali fait face à des défis. Le Mali fait face à des difficultés importantes, mais le Mali est debout. Le Mali compte sur lui-même. Le Mali cherche en son sein et en son fort intérieur les ressources humaines et les ressources matérielles nécessaires pour arriver à l'objectif que nous recherchons. Je vous rappelle que le Mali est un vieux pays d'une vieille civilisation, héritier de grands empires, et nous avons les ressources spirituelles, morales et autres pour pouvoir surmonter ces défis parce que nos pays viennent de loin. D'ailleurs, les phases que nous avons traversées par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir de ces situations. Il n'y a pas de raison à ce que notre pays ne se relève pas. Les potentialités dont j'ai parlé existent au niveau de nos pays. Ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir nous organiser davantage, d'avoir, comme nous l'avons aujourd'hui, une vision claire de la démarche, d'avoir surtout l'engagement nécessaire de travailler à ce que nous puissions arriver à ces objectifs en comptant sur nous-mêmes. Je reste toujours optimiste pour mon pays. Naturellement, le chemin que nous avons choisi, c'est un chemin difficile. Quand on décide de se prendre en charge, on touche toujours aux intérêts d'autrui. On devient même l'ennemi de certains. On cherche à vous détruire. Je crois que ceci fait partie du jeu, ça ne doit pas nous décourager. Certains qui sont passés avant nous ont eu à faire face aux mêmes difficultés. Mais je crois que ceci doit être Comme quelqu'un l'a dit, quand d'autres t'applaudissent souvent, ça veut dire que tu es sur la mauvaise voie. Mais quand tu fais l'objet de tant d'adversité, peut-être quelque part tu es sur la bonne voie. Donc la voie qu'on a choisie, les Maliens sont conscients, nous en sommes conscients. C'est un chemin difficile. Mais la facilité ne nous amène nulle part. Comme l'a dit le professeur Joseph Kizerbo, nous l'avons cité hier, à l'ouverture de l'Alliance politique africaine. Je le dis en notre langue nationale, Nanlara Ansara. Il a dit, si nous nous couchons, nous mourrons. Donc il n'est pas question pour le Mali de se coucher. Nous devons rester debout, nous devons nous battre pour notre pays. Si nous devons mourir pour cela, il vaut mieux le faire avec les armes à la main que de s'assujettir et de se soumettre à une domination. Est-ce que vos populations comprennent le sens de ce combat? Est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles participent justement à la construction de ce Mali nouveau? Les Maliens comprennent, parce qu'il y a même des organisations qui se sont créées dont le titre est « Nous avons tout compris ». Les gens ont compris et les gens de plus en plus comprennent. Les gens comprennent aussi que c'est difficile, qu'il faut espérer que les choses puissent s'améliorer. Mais aussi, il y a toute cette campagne de désinformation, de manipulation, de guerre informationnelle au quotidien. Pourquoi vous pensez que nos partenaires extérieurs vont investir des milliards d'euros ou de dollars pour pouvoir nous informer? Mais tout ça, c'est pour contrôler nos esprits, c'est pour créer le doute, c'est pour faire des fake news. Même ce qu'on fait de bien, on essaie de le présenter d'une autre façon. Donc ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que citoyens et je salue le travail que les organes comme New World TV font dans ce cadre pour essayer d'avoir une approche plus équilibrée de la chose. Donc ce sont ces éléments qui essayent d'amener des situations ou de créer des scénarios qui n'existent que dans leur tête
ou sur leur plateau de télévision qui ne correspondent pas à la réalité. Aujourd'hui, peut-être grâce aussi aux réseaux sociaux, où l'information devient plus démocratique, les gens ne sont plus dupes. Même cette désinformation, ça a des limites. Nos gens ne sont pas stupides. Ils savent ce que nous vivons. Ils savent les dessous des cartes, désormais. Quelques-uns peuvent s'égarer, mais au bout du compte, la vérité finira par triompher. Mais ça veut dire que vous êtes obligé de vous battre sur plusieurs fronts, contre les anciens partenaires, contre des voisins peut-être locaux qui vous créent des difficultés et vous battre pour le développement du Mali également. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Où les trouvez-vous pour faire face à toutes ces adversités? Quel type de ressources? Humaines, matérielles ou financières? Toutes. C'est quoi? Spirituelles. Nous ne choisissons pas les fronts, mais si les fronts s'ouvrent, nous assumerons et nous avancerons avec ça. Et je suis certain, dans nos pays, malheureusement, M. Boko, nous n'avons pas le choix que de faire une chose. Nous devons à la fois marcher et courir et faire face à ce qui est là. Si c'est le devoir de notre génération, nous ferons notre part. Les ressources, on les trouvera toujours. La ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Les ressources financières et matérielles, on peut les trouver. On peut générer des ressources internes. On peut revoir les conditions d'attribution des contrats d'exploitation de nos ressources minières. On peut avoir d'autres types de partenariats qui ne sont pas les types de partenariats qui nous ont installés dans cette dépendance. Je suis certain que quand, comme le disent les anglophones, if there is a will, there is a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin pour y arriver. Donc je ne pense pas que dans les difficultés que nos pays traversent, la ressource financière soit peut-être la donnée la plus insurmontable. C'est un défi, mais je crois que d'autres pays ont pu trouver la solution. Tout est question, à mon avis, d'engagement, de détermination. Nous avons des personnes aujourd'hui au Mali, ailleurs, dans l'espace de l'AES, qui sont des personnes qualifiées, qui sont des personnes de grande valeur, qui compétissent au plan mondial et qui ont la capacité de pouvoir aider à trouver des réponses à la situation que nous vivons. Mais je vous assure que notre premier problème, il est d'ordre mental, que nous-mêmes nous nous convainquions que c'est possible, que nous pouvons le faire, que nous avons la capacité. Le reste viendra après. Malheureusement, de la colonisation à aujourd'hui, on nous a mis dans le doute. On nous a toujours fait comprendre qu'on était incapable, que ça ne réussirait jamais, que ce n'est même pas la peine de tenter. C'est ça que je répétais même hier, la référence à Cheikh Anta Diop, qui disait qu'il y a des esclaves, une fois libérés, ils arrivent à la porte de la maison. Ils retournent quand même en se disant que non, si je franchis la porte vers la liberté, je ne connais pas la liberté, mais je connais l'esclavage, je préfère y rester. Il faut que nos pays sortent de ce traumatisme en se disant que c'est possible. Et que ce n'est possible que parce que nous-mêmes, nous sommes capables de porter ce changement pour avancer. Donc, ne nous laissons pas abattre par l'énormité de ces défis. Quand les défis seront, c'est notre responsabilité. Faisons notre part. Il y a d'autres qui viendront pour continuer la musique des plus belles. Les défis seront là. Je ne veux pas dire que c'est facile. Et si c'était facile aussi, il y aura beaucoup plus de gens pour pouvoir le faire. Parce que c'est difficile que nous sommes là pour pouvoir faire ce travail-là. Le plus important, c'est notre engagement et notre détermination à aller de l'avant et être honnête avec nous-mêmes et reconnaître nos limites et puis voir aussi partout où il y a une fenêtre d'action, nous le ferons. Si les défis viennent de façon simultanée, nous n'avons pas le choix. Nous devons y répondre de façon simultanée, nous organiser. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il y a eu le génocide au Rwanda. Personne n'est venu au secours de ce pays. Il a dû compter sur lui-même pour s'en sortir. Donc il faut que nous, pays africains, nous comprenions que la solution va venir d'abord par nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'arrogance. Mais quand il y a des situations ailleurs, vous voyez, ceux sur qui vous comptez vous abandonnent en plein vol. En Afghanistan, on l'a vu. Donc il faut que nos pays comprennent que la solution, s'il y a une solution, elle est à nos pieds d'abord. C'est dit par Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Dans ce contexte, cette conjoncture socio-politique, même géopolitique très difficile, vous devez opérer également des réformes pour la refondation du Mali. Au titre de ces réformes, vous avez décidé de la dissolution des partis politiques. Est-ce que tout le monde comprend cette mesure au Mali? Est-ce que c'est porté par la majorité du peuple? Dans aucun pays, on ne peut dire que tout le monde est d'accord sur tout.
ce qui est important, c'est de créer les cadres pour créer un consensus pour évoluer vers ces questions. Naturellement, ce qui concerne les partis politiques, même en tant que citoyens, avant d'assumer ces responsabilités, nous nous sommes toujours interrogés depuis l'instauration de la démocratie multipartite dans nos pays, un multipartisme intégral qui a été instauré au Mali, un pays de 22 millions d'habitants avec 300 partis politiques. Dans d'autres pays voisins, c'est la même chose. Pourtant, dans nos parlements, on n'a pas plus d'une dizaine de partis politiques. Donc, il est juste de pouvoir s'interroger sur la santé même de ces partis politiques si elles concourent à atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place. Les assises nationales de la refondation qui ont été organisées au niveau du Mali ont fait des recommandations spécifiques pour rationaliser le nombre des partis politiques et travailler à leur réduction et voir aussi le statut du chef de file de l'opposition. Les réformes en cours qui visaient à revoir la charte des partis politiques s'inscrivent dans le cadre de cette démarche-là. Naturellement, aujourd'hui, le Mali a une constitution aussi. Et tout changement institutionnel qui se fait est encadré par cette constitution. Et la démarche du gouvernement elle-même s'inscrit dans le cadre des textes du pays. Donc ces réformes-là sont en train d'être faites dans l'esprit d'atteindre cet objectif et de proposer une nouvelle loi qui puisse aller vers la réduction du nombre des partis politiques. Naturellement, la question des différents critères à utiliser qui sont aujourd'hui en discussion au niveau du ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui est responsable de cette matière, prend en compte l'ensemble des paramètres. Il a déjà eu à consulter tous les partis politiques sur cette démarche, à recueillir leurs idées et par rapport à ça. C'est un processus qui est en cours et nous espérons que ceci puisse amener notre pays à renforcer sa gouvernance en essayant d'avoir plus d'efficacité dans l'action des acteurs publics. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien, mais je voudrais, si vous le permettez, prendre votre pression artérielle par rapport à une guerre sur le plan international, une guerre dans laquelle est impliqué un de vos partenaires stratégiques, la Russie, une guerre qui prend un nouveau tournant, des négociations qui patinent avec les armes qui reprennent. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport au développement de cette crise? Toute guerre est naturellement source d'inquiétude, surtout si ces guerres impliquent de grandes puissances mondiales qui détiennent aussi l'arme atomique. Ceci peut être source d'inquiétude. Notre souhait, c'est que les différentes parties prenantes puissent comprendre la gravité de cette situation et aussi la dangerosité de ce qui est en cours. Je dois dire que pour nous, en tant que partenaires et alliés de la Russie, nous sommes sensibles aux préoccupations sécuritaires que la Russie a toujours exprimées, qui ont été une des causes fondamentales de ce qui nous a conduit à cette guerre. Et je dois dire que le Mali n'a pas de sympathie particulière pour l'Ukraine, qui est un pays qui a financé, soutenu, qui continue à financer, soutenir des groupes terroristes qui ont tué beaucoup de Maliens, qui ont du sang malien sur les bras. Mais néanmoins, nous souhaitons qu'il y ait la paix entre ces deux pays, et une paix juste qui prenne en compte les préoccupations sécuritaires qui ont été à la cause de ce conflit et des efforts de médiation qui sont en cours. Nous espérons que cela puisse aboutir, mais en même temps, nous sommes tous inquiets par rapport au développement de la situation depuis quelques jours dans cet espace, qui a un impact économique, politique sur le monde entier. C'est ce que je peux dire à ce stade. Merci, Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé. Merci, Gilles Bocco, pour votre temps. Et nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci de votre aimable attention. L'entretien, c'est à suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne officielle YouTube New World TV. À très bientôt.